Mes parents ont choisi mon ex infidèle plutôt que moi. À chaque réunion de famille après notre divorce, ils répétaient qu'elle était comme une fille pour eux et que je devais m'en remettre. Alors, j'ai cessé d'assister à quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils supplient pour rencontrer leurs 3 petits-enfants, et je n'arrête pas d'oublier de les rappeler. Salut Reddit. Alors voilà, mes parents ont préféré mon ex-femme infidèle à moi après notre divorce. Ils ont continué à l'inviter à absolument tous les événements familiaux, tout en me disant de tourner la page. Et maintenant, ils sont choqués que je refuse de les laisser voir leurs petits-enfants. Accrochez-vous, car c'est une histoire folle, mêlant trahison, éducation parentale désastreuse, et la vengeance mesquine la plus satisfaisante que vous lirez cette semaine. J'ai 32 ans maintenant, mais cette histoire commence il y a environ 7 ans, quand j'avais 25 ans et que je m'apprêtais à épouser celle que je croyais être l'amour de ma vie. Laissez-moi d'abord vous dépeindre la dynamique de ma famille, car le contexte est important ici. Sans comprendre d'où je viens, vous ne pourrez pas pleinement apprécier à quel point j'ai explosé quand ils ont poussé le bouchon trop loin. Je suis fils unique. On pourrait croire que cela signifie que j'ai reçu toute l'attention et tout l'amour, n'est-ce pas? Faux. Voyez-vous, mes parents ont toujours voulu une fille. Ils l'ont fait comprendre très clairement tout au long de mon enfance. Maman faisait des commentaires sur le fait qu'elle aurait aimé avoir quelqu'un avec qui faire du shopping, ou planifier des mariages. Papa plaisantait en disant que les fils, c'est bien, mais que les filles prennent soin de vous quand vous êtes vieux. Des trucs très subtils, qui ne m'ont absolument pas perturbé en grandissant, sarcasme. En grandissant, je me suis habitué à entendre parler de toutes ces choses qu'ils ne pouvaient pas faire avec moi, simplement parce que j'étais un garçon. Pas de goûter, pas d'achat de robe, pas de journée spa mère-fille ni de danse père-fille. Je sais que j'ai l'air sensible, mais quand vous entendez ce genre de choses pendant toute votre enfance, ça finit par vous atteindre. À chaque anniversaire, à chaque Noël, il y avait ce fond de déception, ce sentiment que je n'étais pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils essayaient de compenser en étant de bons parents sur le plan pratique. J'étais nourri, habillé, j'avais un toit au-dessus de la tête, et j'allais dans de bonnes écoles. Mais il y avait toujours cette distance émotionnelle, ce sentiment que j'étais adéquate, mais pas idéale. Les autres enfants avaient des parents qui venaient à chaque match, chaque récital, chaque événement scolaire. Les miens venaient au plus important, et passaient le reste du temps à parler des filles de leurs amis et de combien elles étaient adorables. J'ai joué au baseball tout au long du lycée. J'étais plutôt bon, d'ailleurs. J'ai intégré l'équipe universitaire dès ma 2e année. Mon père venait peut-être à un tiers de mes matchs, et quand il le faisait, il passait la moitié du temps sur son téléphone. Pendant ce temps, les parents de mon pote étaient là à chaque match, avec des pancartes, des cloches et tout le tralala. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de ce genre d'attention, mais ça comptait. Ça a toujours compté. Quand j'ai rencontré Jessica à 22 ans, mes parents ont perdu la tête tant ils étaient excités. Pas parce que j'étais heureux, ou parce qu'elle était une bonne personne pour moi. Non, ils étaient ravis parce qu'ils avaient enfin leur fille. Dès le premier jour, ils ont traité Jessica comme si c'était leur enfant, et moi, j'étais juste le gars qui l'avait amenée dans leur vie. J'ai rencontré Jessica à une fête chez un ami commun. Elle était magnifique, confiante, drôle, et bien trop bien pour moi, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous nous sommes tout de suite entendus, nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Elle riait à mes blagues, semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire, et me faisait sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était juste très douée pour faire ressentir cela aux gens. C'est ce qui la rendait si performante dans la vente. Plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble et, en moins d'un mois, je l'ai présentée à mes parents. C'était ma première erreur. Au moment où elle est entrée dans leur maison, c'était comme assister à un cours magistral de charme. Elle a complimenté la décoration de ma mère. Elle a interrogé mon père sur son travail, et semblait réellement fascinée par ses histoires ennuyeuses sur la comptabilité municipale. Elle avait apporté des biscuits faits maison qu'elle avait cuits ce matin-là juste pour eux. Ma mère m'a pris à part dans la cuisine et avait littéralement les larmes aux yeux. Elle est parfaite, a-t-elle chuchoté. Ne gâche pas ça. Pas de pression, hein. À partir de ce moment-là, Jessica est devenue le centre de l'univers de mes parents. Ma mère l'appelait plus souvent qu'elle ne m'appelait moi. Il faisait des projets sans même m'inclure. Je rentrais du travail, et Jessica était déjà chez mes parents en train de dîner avec eux. Quand je demandais pourquoi je n'avais pas été invité, ma mère disait,
Oh, je pensais que tu travaillais tard, même si je lui avais dit plusieurs fois quel était mon emploi du temps. Et Jessica adorait ça. Elle faisait partie de ces gens capables de charmer n'importe qui en 5 minutes. Ma mère et elle passaient des heures au téléphone à parler de recettes et de décoration intérieure. Mon père lui a appris à jouer au golf, et ils sortaient le week-end ensemble, juste tous les deux. Je ne jouais même pas au golf. Les dîners de famille tournaient entièrement autour du travail de Jessica en tant que représentante pharmaceutique. Les opinions de Jessica surtout. Les histoires de Jessica sur ses clients et ses voyages. Je restais assis là, comme un accessoire dans ma propre vie, à qui l'on demandait occasionnellement de passer le sel. La propre famille de Jessica était plutôt distante. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, et s'étaient tous deux remariés rapidement. Elle avait des demi-frères et sœurs qu'elle ne connaissait pas vraiment, et des parents plus concentrés sur leur nouvelle famille. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'est accrochée si forte à mes parents. Ils lui donnaient la famille qu'elle avait toujours voulu, et ils avaient enfin la fille qu'ils avaient toujours voulu. J'étais juste l'intermédiaire qui avait rendu cela possible. Ne vous méprenez pas, au début, je trouvais ça génial que ma petite amie et mes parents s'entendent si bien. C'est mieux que l'alternative d'avoir des beaux-parents horribles, non? Un copain de fac gérait une petite amie dont la mère le détestait, et ça avait l'air d'un cauchemar. Je me disais que c'était à ça que ressemblait une famille saine. J'étais jeune, stupide, et je ne voyais pas les drapeaux rouges qui me frappaient pratiquement au visage. Pourtant, les signes avant-coureurs étaient là. Jessica prenait des décisions concernant notre relation, puis en parlait à mes parents avant de m'en parler à moi. Elle planifiait nos week-ends en fonction de l'emploi du temps de mes parents, sans vérifier si j'avais d'autres projets. Quand nous avions des désaccords, elle appelait ma mère et elle se mettait à deux contre moi jusqu'à ce que je cède. C'était subtil au début, mais ça s'est accumulé avec le temps. Une fois, nous cherchions des appartements pour emménager ensemble. J'avais trouvé un endroit super près de mon travail à un bon prix. Jessica en a trouvé un qui était à 20 minutes de plus de mon travail, mais 15 minutes plus près de chez mes parents. Devinez lequel nous avons fini par prendre. Ma mère a même aidé à me convaincre en disant des choses comme « Tu pourras nous rendre visite plus souvent » et « Le trajet de Jessica est plus long que le tien, donc c'est juste équitable. » Nous nous sommes mariés après 3 ans de relation. Un grand mariage, plus de 200 personnes, la totale. Mes parents en ont payé la majeure partie, mais se sont assurés que tout le monde sache que Jessica avait planifié chaque détail. Ce qui était vrai. Je voulais une petite cérémonie sur la plage avec des amis proches, et peut-être une réception décontractée dans un restaurant. Simple, significatif, abordable. Jessica voulait le mariage de conte de fées. Et je veux dire, le conte de fées complet. Elle avait des tableaux Pinterest avec des milliers d'épingles. Elle était abonnée à 4 magazines de mariage différents. Elle m'a traîné dans 17 lieux différents avant de choisir celui qu'elle avait aimé en premier. Quoi qu'il en soit, toutes les fiançailles se sont transformées en une production qui concernait plus l'événement que le mariage lui-même. Chaque week-end était consumé par la planification du mariage, les dégustations de gâteaux, le choix des fleurs, les auditions de groupe, les rendez-vous avec les photographes. J'essayais de m'impliquer, mais honnêtement, la plupart du temps, Jessica et ma mère avaient déjà réduit les choix à 2 options fondamentalement identiques, et mon travail consistait juste à hocher la tête et à être d'accord. Si je suggérais quelque chose de différent, elles échangeaient ce regard comme si j'étais difficile. La planification du mariage a révélé tellement de choses sur la dynamique que j'avais ignorées. Je voulais qu'un ami à moi, qui était DJ amateur, s'occupe de la musique. Jessica et ma mère ont insisté pour engager un groupe professionnel qui coûtait 8,000 $. Quand j'ai protesté contre le prix, mon père m'a pris à part et m'a dit « Fiston, c'est son jour. Laisse-la avoir ce qu'elle veut. Son jour, pas notre jour, le sien. » J'ai suggéré que nous fassions un dîner décontracté sous forme de buffet pour économiser de l'argent et rendre l'ambiance plus détendue. Jessica voulait un dîner assis formel avec plusieurs plats. Ma mère l'a soutenue en disant « On ne fait ça qu'une fois. On devrait le faire bien. » Ce qui impliquait que ma vision n'était pas « bien ». La liste des invités a été une autre bataille perdue. Je voulais rester en dessous de 100 personnes. La liste de Jessica seule comptait 150 personnes. Elle a invité des collègues qu'elle connaissait à peine, des parents éloignés qu'elle avait rencontrés une fois, des amis du lycée à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Quand j'ai demandé pourquoi nous invitions des gens qui n'étaient pas vraiment proches de nous, ma mère a dit que les mariages servent à rassembler les gens et que j'étais asocial.
Mes parents ont payé environ 60% du mariage, ce qui était généreux, mais ils me l'ont constamment reproché pendant la planification. Chaque fois que je m'opposais à quelque chose, mon père me rappelait qu'il payait la plus grande partie de la facture. Comme si je leur avais demandé de le faire. Ils ont proposé parce qu'ils voulaient ce grand mariage. J'aurais été heureux avec la mairie et un bon dîner. Devinez quel mariage nous avons eu? Ma contribution à la planification consistait à me présenter et à dire oui à tout ce qu'ils décidaient. J'ai choisi mes témoins et l'officiant, un ami de la famille qui me connaissait depuis que j'étais gosse. Jessica et ma mère ont géré littéralement tout le reste, les couleurs, les fleurs, le menu, le plan de table, le timing, les décorations, les cadeaux, les programmes, tout. La veille du mariage, nous avons eu un dîner de répétition dans ce restaurant chic recommandé par la tante de Jessica. Mes parents ont porté un toast qui parlait à 90% de combien Jessica était merveilleuse, et à 10% de la chance que j'avais de l'avoir trouvée. Mon père a littéralement dit, nous avons toujours voulu une fille et maintenant nous en avons enfin une. Tout le monde a ri et a trinqué. J'ai souri et hoché la tête comme si c'était un sentiment doux, au lieu d'un coup de poing dans le ventre me rappelant que je n'avais jamais été tout à fait suffisant pour eux. Le jour du mariage en lui-même était beau, objectivement parlant. Temps parfait, lieu élégant, tout s'est bien passé. Plus de 200 personnes sont venues. La cérémonie était agréable. La réception était amusante. Jessica était magnifique et semblait sincèrement heureuse. J'étais heureux aussi sur le moment. En regardant les photos maintenant, cependant, je peux le voir sur mon visage, cette incertitude sous-jacente, ce sentiment que j'étais un personnage secondaire à mon propre mariage. Ma mère a pleuré pendant la cérémonie. Elle a dit à tout le monde plus tard que c'était parce qu'elle était si heureuse. Je pense qu'une partie de cela venait du fait qu'elle avait enfin obtenu la fille qu'elle avait toujours voulu. Elle avait planifié ce genre de mariage dans sa tête depuis des années, imaginant probablement une fille qu'elle n'a jamais eue. Maintenant, elle pouvait le vivre à travers Jessica. Toute la journée ressemblait moins à une célébration de Jessica et moi en tant que couple, qu'à une célébration de Jessica rejoignant ma famille. Discours après discours mentionnaient la chance que ma famille avait de la voir, à quel point elle s'intégrait parfaitement, comment elle était déjà comme une fille pour mes parents. Personne n'a vraiment parlé de nous en tant qu'équipe ou partenariat. Tout tournait autour de son accueil au sein du clan. J'ai balayé tout ça à l'époque. Je me suis dit que j'étais trop sensible, que c'était mignon à quel point ma famille aimait ma nouvelle femme, que je devrais être reconnaissant au lieu d'être bizarre à ce sujet. C'est ce que vous faites quand vous avez passé votre vie entière à recevoir des messages subtils vous disant que vous n'êtes pas tout à fait ce qui était désiré. Vous apprenez à ignorer votre instinct et à rationaliser les drapeaux rouges. Les 2 premières années de mariage étaient correctes en surface. Nous avions nos problèmes comme n'importe quel couple, mais rien qui semblait catastrophique à l'époque. Les trucs habituels, désaccords sur l'argent, à qui le tour de faire la vaisselle, comment passer les vacances des frictions de couple normales. Mais avec le recul, les fondations étaient fragiles dès le départ. Le travail de Jessica l'amenait à voyager constamment pour des conférences pharmaceutiques et des réunions clients, partant parfois pour une semaine entière. Elle était excellente dans son travail, sincèrement talentueuse pour la vente et l'établissement de relations clients. L'argent était bon aussi, meilleur que ce que je gagnais. Elle revenait de voyages avec des histoires de dîners chics, de suites d'hôtels, de salons professionnels et d'événements de réseautage. Je travaillais comme expert en sinistre pour une compagnie régionale. Horaire régulier, salaire décent, à la maison tous les soirs. J'enquêtais sur les réclamations, évaluais les dommages, interrogeais les demandeurs, rédigeais des rapports. Pas glamour, mais ça payait les factures. Et j'aimais vraiment le côté enquête du travail. Il y avait quelque chose de satisfaisant à reconstituer ce qui s'était réellement passé lors d'un accident ou d'un incident, à séparer les faits de la fiction. L'équilibre vie pro-vie perso était bon aussi. J'étais à la maison à 18h la plupart des soirs, j'avais mes week-ends libres à moins qu'il n'y ait une réclamation majeure nécessitant une attention immédiate. Je pensais que c'était une bonne situation. Revenu stable, du temps pour profiter de la vie, pas de stress inutile. Apparemment, j'avais tort de penser que c'était assez impressionnant. Mes parents adoraient parler de la carrière de Jessica aux gens. Lors des réunions de famille, c'était toujours « Jessica vient de rentrer d'une conférence à Denver » ou « La compagnie de Jessica l'envoie former la nouvelle équipe régionale » ou « Jessica est la meilleure représentante commerciale de son district ». Ils n'arrêtaient pas de parler de ses accomplissements, de ses voyages, de ses augmentations de salaire.
Quand les gens demandaient ce que je faisais, mon père disait généralement quelque chose comme « des trucs d'assurance », sur un ton dédaigneux, puis revenait immédiatement à Jessica. Parfois, il ne finissait même pas sa phrase avant de changer de sujet. Il est dans les assurances. Mais bref, Jessica nous racontait justement son voyage à Seattle. Ma mère s'excusait carrément pour mon travail. Parfois, quelqu'un demandait ce que je faisais et elle disait « Oh, il est expert en sinistre », avec ce petit rire d'excuse comme si elle était embarrassée. Puis elle ajoutait rapidement « Mais Jessica a une carrière vraiment passionnante dans la vente pharmaceutique. » Comme si elle avait besoin de compenser mon travail ennuyeux par celui, impressionnant, de Jessica. J'ai commencé à remarquer la différence dans la façon dont il parlait de nous lors des dîners de famille. Quand Jessica racontait une histoire sur le travail, conclure une grosse affaire, gérer un client difficile, voyager dans une nouvelle ville, mes parents buvaient ses paroles, posaient des questions de suivi, exprimaient leur étonnement et leur fierté. Quand je parlais du travail, résoudre un cas compliqué, attraper quelqu'un essayant de commettre une fraude, recevoir une reconnaissance de mon patron, il hochait la tête distraitement et changeait de sujet en quelques minutes. C'en est arrivé au point où j'ai arrêté de partager des histoires de travail à moins qu'on ne me le demande spécifiquement, et on me le demandait rarement. Pourquoi s'embêter à parler de vos réalisations quand personne n'écoute vraiment? Les fissures dans notre mariage ont commencé à apparaître vers la 3e année. Jessica est devenue distante d'une manière qui allait au-delà du simple fait d'être occupée. Elle était toujours sur son téléphone, envoyant des SMS pendant le dîner, sortant pour prendre des appels qu'elle disait être liés au travail. Elle était fatiguée tout le temps, irritable, me criant dessus pour de petites choses qui ne la dérangeaient jamais avant. Quand elle était à la maison, ce qui était de plus en plus rare, elle était physiquement là mais mentalement absente. J'essayais de lui parler de ma journée, et elle faisait défiler Instagram. Je suggérais de regarder un film ensemble, et elle disait qu'elle avait des emails à rattraper. J'essayais d'initier une intimité, et elle prétendait être épuisée par le voyage. Nos conversations sont devenues purement logistiques. As-tu payé la facture d'électricité? Que veux-tu pour le dîner? Peux-tu récupérer le pressing? Nous avons arrêté de parler de quoi que ce soit de significatif, arrêté de partager nos journées, arrêté d'être partenaires, et sommes devenus plus comme des colocataires avec des obligations financières communes. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, demander si quelque chose n'allait pas, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire, si elle était malheureuse avec moi ou le mariage. Elle disait toujours qu'elle était juste stressée par le travail et que j'étais trop en demande, que je ne comprenais pas la pression qu'elle subissait pour performer, que je devrais être plus solidaire au lieu de me plaindre qu'elle travaillait dur. Le truc, c'est que je la soutenais. Je gérais tout à la maison quand elle voyageait. Je m'assurais que les factures étaient payées, que la maison était propre, que les courses étaient faites. Je ne me suis jamais plaint de son emploi du temps ou de ses longues heures. J'encourageais ses ambitions professionnelles. Alors, être traité de « collant » parce que je voulais que ma femme agisse occasionnellement comme si elle se souvenait que j'existais? Ça faisait mal. Je ne suis pas idiot. Je savais que quelque chose clochait. Les appels téléphoniques tardifs, les SMS secrets, les voyages de plus en plus fréquents, la distance émotionnelle, le manque d'intimité physique. Mais je lui faisais confiance, quel imbécile j'étais. Je pensais que c'était peut-être vraiment juste le stress du travail, que nous traversions une mauvaise passe et que nous en sortirions plus forts. Toutes ces bêtises optimistes que les gens se racontent quand ils ne veulent pas affronter ce qui est juste devant eux. J'ai même essayé de pimenter les choses, pensant que nous étions peut-être tombés dans une routine. J'ai planifié un week-end surprise dans une chambre d'hôte qu'elle avait mentionné vouloir visiter. Elle a annulé la veille parce qu'une urgence professionnelle est survenue. J'ai essayé de cuisiner ses plats préférés quand elle était à la maison. Elle prenait 3 bouchées et disait qu'elle n'avait pas faim. Je lui ai acheté des cadeaux sans raison. Elle me remerciait distraitement et les mettait de côté. Mes amis ont remarqué le changement en moi. Ils demandaient si tout allait bien à la maison. Je balayais la question, trouvais des excuses. Les mariages demandent du travail, non? Tout le monde traverse des périodes difficiles. On allait régler ça. Avec le recul, je me mentais à moi-même autant qu'à eux. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Jessica était censée être à une conférence de 3 jours à Chicago. Elle était partie le mercredi matin, m'avait embrassé pour me dire au revoir à la porte, et avait dit qu'elle m'appellerait une fois arrivée à l'hôtel. Elle attendait cette conférence avec impatience depuis des semaines, disait que c'était important pour le réseautage, et qu'il y avait plusieurs séminaires auxquels elle voulait assister.
Elle a appelé le mercredi soir et avait l'air bien. Elle m'a parlé de l'hôtel, des autres représentants qu'elle avait croisés, du dîner de réception. Jeudi, nous nous sommes envoyés quelques SMS, de brefs messages sur sa journée. Rien ne semblait inhabituel. Je n'avais aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Elle devait rentrer le samedi matin. Le vendredi soir, vers 23h, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était une femme nommée Linda. Elle s'est présentée comme la femme de Brian, un collègue de Jessica. Elle appelait parce qu'elle avait trouvé des SMS sur le téléphone de Brian que je devais voir. Elle pleurait, s'excusant d'être celle qui m'annonçait ça, mais elle a dit qu'elle aurait voulu le savoir si elle avait été à ma place. Mon estomac s'est noué. Linda m'a envoyé des captures d'écran, des messages entre Brian et Jessica remontant à près de 8 mois. Et je ne parle pas de plaisanteries amicales entre collègues. C'étaient des messages explicites et détaillés sur leur liaison, des plans pour se retrouver lors de conférences, des plaintes concernant leurs conjoints, ennuyeux, qui ne les comprenaient pas, des discussions sur ce qu'ils feraient s'ils pouvaient être ensemble à plein temps. C'était brutal à lire. Je suis resté assis sur notre canapé jusqu'à 4 heures du matin, à fixer ces messages. Une partie de moi voulait croire que c'était faux d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait une explication, mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Les nuits tardives, la distance, l'irritabilité, tout prenait sens maintenant. Jessica est rentrée le samedi matin vers 10h, tout sourire, me demandant comment s'était passée ma semaine. Je lui ai juste montré mon téléphone avec les messages affichés, et j'ai regardé la couleur quitter son visage. Elle a essayé de nier au début, puis a dit que ce n'était pas ce que ça paraissait, puis a finalement admis, mais a juré que c'était fini et m'a supplié de lui pardonner. Je lui ai dit de faire sa valise et de partir. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle m'aimait, que nous pouvions surmonter ça. J'ai juste continué à répéter qu'elle devait partir. Elle l'a finalement fait, allant loger chez ses parents. J'ai appelé un avocat ce lundi-là. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment marrant. Je n'ai pas donné les détails à mes parents au début. J'ai juste dit que Jessica et moi divorcions, et que je préférais ne pas en discuter. Ma mère a immédiatement appelé Jessica pour prendre de ses nouvelles et avoir sa version. Jessica leur a apparemment raconté une histoire sur le fait que nous nous étions éloignés, et que je ne voulais pas travailler sur le mariage, se peignant elle-même comme la victime qui avait tout essayé pour nous sauver. Mes parents ont tout gobé. Ils ont commencé à m'appeler, me disant que je faisais une énorme erreur, que chaque mariage a des passages difficiles, que je devais être plus mature et faire des efforts. Mon père a carrément dit, « Tu gâches la meilleure chose qui te soit arrivée par orgueil. » Je leur ai dit qu'elle m'avait trompé. Je leur ai montré les messages. Vous savez ce que ma mère a dit? Eh bien, tu as dû faire quelque chose pour la pousser à bout. Les gens ne trompent pas sans raison. Mon père a dit que je ne lui accordais probablement pas assez d'attention avec sa carrière exigeante, et que je devais examiner mon rôle dans l'échec du mariage. Je ne plaisante même pas. Mes propres parents m'ont blâmé pour le fait que ma femme ait eu une liaison de 8 mois. Ils lui ont trouvé des excuses. Ils ont dit que tout le monde fait des erreurs, que j'étais trop dur et impitoyable. Ma mère a réellement dit, Jessica est comme une fille pour moi, et je sais que son cœur est bon. Le divorce a pris environ 4 mois pour être finalisé. Jessica m'a combattu sur chaque petite chose via son avocat, essayant d'obtenir plus d'argent, prétendant qu'elle méritait la moitié de tout, même si nous n'avions été mariés que 3 ans et qu'elle gagnait plus que moi. Mon avocat était génial, cependant, et nous avons fini par une séparation assez nette. Pas d'enfants, pas de maison ensemble, juste le partage de quelques économies et biens. Pendant ces 4 mois, mes parents sont restés en contact régulier avec Jessica. Ils l'invitaient à dîner. Ma mère l'emmenait faire du shopping, mon père l'invitait à son club de golf, et il me le racontait. Nous avons eu Jessica dimanche et elle va si bien. Jessica nous a rejoints au club et tout le monde a demandé de ses nouvelles, comme s'il me frottait le nez dedans. Je leur ai dit que c'était inapproprié et blessant qu'ils maintiennent une relation avec quelqu'un qui m'avait trompé et détruit notre mariage. Ma mère a dit, ce n'est pas parce que vous deux n'avez pas réussi à faire marcher les choses que nous devons perdre notre relation avec elle. Elle fait partie de notre famille depuis 6 ans. 6 ans. J'étais leur fils depuis 25 ans à ce moment-là, et ils choisissaient mon ex-femme infidèle plutôt que moi parce qu'ils la connaissaient depuis 6 ans. Les papiers finaux du divorce ont été signés un mardi de mars. Je me souviens de la date parce que c'était l'anniversaire de mon père.
J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur dire que le divorce était finalisé. La réponse de ma mère a été « C'est dommage. Nous espérions que tu reconsidérerais ta décision. » Cette année-là a été difficile. Je me suis jeté dans le travail, j'ai traîné avec des amis, j'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, j'ai essayé de reconstruire ma vie de célibataire. Mes parents appelaient de temps en temps, évoquant toujours Jessica d'une manière ou d'une autre, comment elle avait eu une promotion, comment elle allait très bien, comment elle avait demandé de mes nouvelles. C'était comme s'ils essayaient de me rendre jaloux ou plein de regrets. J'ai commencé à décliner les invitations familiales. À Thanksgiving cette année-là, j'ai dit que je devais travailler. À Noël, je leur ai dit que je ne me sentais pas bien. À Pâques, j'ai inventé une excuse dont je ne me souviens même plus. Chaque fois que je sautais un événement, j'apprenais plus tard par la famille élargie que Jessica y avait été. Ma tante a laissé échapper que Jessica était venue au dîner de Thanksgiving. Mon cousin a mentionné avoir vu Jessica à la réunion de Noël. Mes parents me remplaçaient littéralement par mon ex-femme lors des fonctions familiales. Je les ai confrontés à ce sujet après Pâques. Je leur ai demandé directement pourquoi ils continuaient à l'inviter. Mon père a dit, « Elle n'a pas beaucoup de famille à elle et nous n'allons pas l'abandonner juste parce que tu ne supportes pas d'être près d'elle. » Ma mère a ajouté, « Nous pensons que si vous passiez du temps ensemble, tu pourrais réaliser que tu as encore des sentiments pour elle. » Ils essayaient de nous remettre ensemble. Plus d'1 an après qu'elle m'ait trompé. Ils pensaient sincèrement que s'il nous maintenait juste à proximité, je lui pardonnerais et nous nous réconcilierions. Comme si j'étais celui qui était déraisonnable de ne pas vouloir être marié à quelqu'un qui avait eu une liaison de 8 mois. Je leur ai dit que c'était fini. Que je ne viendrais plus à aucun événement familial tant que Jessica serait invitée. Qu'ils devaient choisir. Ma mère a carrément ri et a dit, « Tu es ridicule et contrôlant. Nous pouvons avoir des relations avec qui nous voulons. » Alors, j'ai choisi pour eux. J'ai arrêté de répondre à leurs appels, arrêté de répondre aux SMS sauf par des réponses d'un seul mot, arrêté de visiter, arrêté de m'engager tout court. S'ils voulaient tellement Jessica comme fille, ils pouvaient l'avoir. J'ai coupé les ponts pendant environ 2 ans. Nous étions pratiquement des étrangers. Ils me contactaient pour mon anniversaire et les fêtes. J'envoyais un bref merci et c'était tout. Ils ne se sont jamais excusés, n'ont jamais reconnu que ce qu'ils faisaient était tordu, ils ont juste continué à agir comme si j'étais mesquin et rancunier. Durant cette période, j'ai rencontré Rachel. Elle était infirmière dans un hôpital où je travaillais sur un dossier d'assurance, évaluant une réclamation. Nous avons commencé à discuter à la cafétéria, et elle était simplement différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Authentique, drôle, ne jouant pas de jeu. Nous avons pris les choses lentement, ayant tous deux été échaudés auparavant. Après environ 6 mois de relation, je savais qu'elle était la bonne. Je n'ai pas parlé de Rachel à mes parents pendant la première année où nous étions ensemble. Je n'en voyais pas l'intérêt. Ils avaient clairement établi leurs priorités, et je n'avais pas envie d'amener quelqu'un à qui je tenais dans ce pétrin. Rachel connaissait ma situation familiale et me soutenait. Elle disait qu'elle comprenait et ne me pousserait pas à me réconcilier si je n'étais pas prêt. Rachel et moi nous sommes mariés à la mairie avec seulement nos amis proches présents. Pas de grand mariage, pas de drame, pas de parents. C'était parfait, simple, juste nous prenant un engagement l'un envers l'autre. Nous avons eu un petit dîner après avec environ 20 personnes dans un bon restaurant. Tout ce que j'avais voulu la première fois mais que je n'avais pas eu. Mes parents ont découvert que je m'étais marié via Facebook quand un de mes amis a posté des photos et m'a tagué. Ma mère a appelé en pleurant, disant comment avais-je pu me marier sans le leur dire, combien elle était blessée qu'il n'ait pas été inclus. Je lui ai dit qu'elle avait fait son choix quand elle avait choisi Jessica plutôt que moi, et que j'avais fait le mien. Elle a essayé de me culpabiliser d'avoir manqué mon mariage. Elle a dit que je regretterais de les avoir exclus d'un jour si important. J'ai demandé si Jessica avait été à leur dernière réunion de famille. Elle est devenue silencieuse, puis a admis, oui, Jessica était à leur barbecue du 4 juillet. J'ai raccroché. Rachel est tombée enceinte environ 8 mois après notre mariage. Nous étions ravis. Elle a eu une grossesse facile et a donné naissance à notre fille, Sophie. Un bébé magnifique et en bonne santé. Le personnel de l'hôpital a demandé si les grands-parents allaient visiter, et j'ai juste dit que les deux ensemble vivaient loin. Plus facile que d'expliquer la vérité. Quand Sophie a eu environ 3 mois, j'ai posté une seule photo sur Facebook de moi la tenant,
voulant juste partager ce moment parfait avec des amis qui m'avaient soutenu à travers tout ça. En moins d'une heure, ma mère appelait. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal en pleurant sur le fait d'avoir une petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée et combien j'étais injuste. Mon père a envoyé un long SMS disant qu'ils avaient fait des erreurs, mais que la famille c'est la famille et que leur petite fille méritait de les connaître. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des cartes avec de l'argent pour Sophie. J'ai donné l'argent à une œuvre de charité et jeté les cartes. Voici le truc, et je veux être très clair à ce sujet. Je ne gardais pas Sophie loin d'eux par méchanceté. Je protégeais ma fille de gens qui m'avaient montré exactement qui ils étaient quand ça comptait. C'étaient des gens qui m'avaient blâmé d'avoir été trompé, qui avaient maintenu une relation avec quelqu'un qui m'avait trahi, qui avaient choisi une femme qu'ils connaissaient depuis 6 ans plutôt que leur propre fils. Pourquoi voudrais-je que ces gens influencent mon enfant? Rachel et moi avons eu des jumeaux 2 ans après Sophie, Jacques et Noah. Mes parents l'ont découvert par le même bouche à oreille Facebook. Plus de messages vocaux en pleurs, plus de culpabilisation. Ma mère a envoyé un email disant qu'elle avait le cœur brisé d'avoir 3 petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés et que j'étais cruel. J'ai finalement répondu à cet email, j'ai tout écrit. Comment ils m'avaient blâmé pour la liaison de Jessica. Comment ils avaient maintenu une relation avec elle pendant des années après notre divorce. Comment ils avaient continué à l'inviter aux événements familiaux en me disant de m'en remettre. Comment ils ne s'étaient jamais excusés une seule fois ni n'avaient reconnu la douleur qu'ils avaient causée. Comment ils l'avaient choisie elle plutôt que moi à plusieurs reprises. Et comment je n'allais pas exposer mes enfants à des gens qui traitaient leur père de cette façon. Mon père a répondu en disant que c'était du passé et que je devais aller de l'avant. Qu'ils avaient arrêté de voir Jessica il y a plus d'1 an, donc que tout allait bien maintenant. Comme si le problème était juste qu'ils étaient encore en contact avec elle, et non la trahison fondamentale de la façon dont ils m'avaient traité. Je n'ai pas répondu à ça. À quoi bon? Ils ne comprenaient pas et ne comprendraient jamais. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Sophie a 5 ans, les jumeaux en ont 3. Nous vivons à environ 2 heures de chez mes parents. Assez près pour qu'ils puissent visiter si nous avions une relation, assez loin pour ne pas tomber sur eux par hasard. Les parents de Rachel sont des grands-parents incroyables et remplissent ce rôle à merveille. Les enfants ne savent pas que mes parents existent et ils ne manquent de rien. Mes parents ont intensifié leurs tentatives de contact au cours des 6 derniers mois. Appels, SMS, emails, lettres. Ils veulent rencontrer leurs petits-enfants. Ils disent qu'ils vieillissent et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ma mère a envoyé une lettre disant qu'elle a eu des soucis de santé et veut faire amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Mon père a envoyé de l'argent pour les fonds universitaires des enfants avec un mot disant qu'ils voulaient être impliqués dans leur vie. Je continue de dire que je vais les rappeler. Je dis à Rachel que je dois y réfléchir. Je garde leurs messages vocaux en me disant que je les écouterai plus tard. Je mets leurs lettres dans un tiroir, avec l'intention de les lire un jour. Mais, d'une manière ou d'une autre, je continue d'oublier. Je dois devenir oublieux avec l'âge. Les tentatives de culpabilisation ont évolué. Ils ont commencé à contacter mes amis sur Facebook, leur demandant de me dire à quel point la famille est importante. Ma tante m'appelle toutes les quelques semaines pour me dire que mes parents ont le cœur brisé et que je suis trop dur. Mon cousin m'a envoyé un long message sur le pardon et comment tout le monde fait des erreurs. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que j'ai pardonné à mes parents. Je leur ai pardonné pour moi-même, pour pouvoir avancer et construire une vie heureuse. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas leur donner accès à ma famille. Cela ne signifie pas prétendre que leurs choix n'ont pas révélé leur caractère. Le dernier message vocal de ma mère disait qu'elle avait croisé Jessica à l'épicerie et que Jessica avait demandé de mes nouvelles. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien et semblait sincèrement heureuse pour moi. Ma mère m'a raconté ça comme si c'était censé me donner envie de reprendre contact. Comme si apprendre que mon ex-femme, qui a détruit mon premier mariage, va bien, était le coup de pouce dont j'avais besoin pour renouer avec mes parents. J'ai sauvegardé ce message vocal mais ne l'ai pas réécouté. Je l'ai mis dans le dossier avec tous les autres auxquels je compte répondre un jour. Rachel me demande parfois si je regretterais de ne pas laisser les enfants connaître mes parents. Je lui dis la vérité. Peut-être, mais je sais avec certitude que je regretterais d'exposer mes enfants à des gens qui les blâmeraient si quelqu'un leur faisait du mal. Qui prendrait le parti de la personne qui les a blessés parce qu'ils avaient une meilleure relation avec cette personne? Qui choisirait les apparences et leur propre confort plutôt que le bien-être de leur propre enfant?
Mes parents m'ont appris une leçon importante. Les gens vous montrent qui ils sont si vous faites attention. Ils m'ont montré que j'étais jetable pour eux, que leur idée d'une fille était plus importante que leur véritable fils, que le maintien d'une dynamique sociale confortable était plus précieux que la loyauté envers la famille. Alors oui, ils veulent rencontrer leurs petits-enfants. Ils veulent faire partie de nos vies. Ils envoient des cadeaux, des cartes et de l'argent. Ils laissent des messages vocaux en larmes sur le fait qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils disent à des parents de me mettre la pression pour que je pardonne, et je continue d'oublier de les rappeler. Sophie m'a demandé récemment si elle avait des grands-parents de mon côté. Je lui ai dit la vérité d'une manière qu'une enfant de 5 ans peut comprendre, j'ai des parents, mais nous ne leur parlons pas parce qu'ils n'ont pas été très gentils avec papa quand il avait besoin d'eux. Elle a accepté cela avec la logique facile de l'enfance et a demandé si on pouvait avoir de la glace à la place. Ce que nous avons fait. Mes parents ne sont pas au courant de l'amour de Sophie pour le dessin. Ils ne savent pas que les jumeaux sont obsédés par les dinosaures. Ils ne savent pas que Rachel et moi pensons avoir un autre enfant. Ils ne savent pas que nous avons acheté une plus grande maison l'année dernière. Ils ne savent pas que Jacques a besoin de lunettes ou que Noah lit déjà à un niveau de CP. Ils ne savent pas que Sophie veut être vétérinaire quand elle sera grande. Ils ne savent rien de tout cela parce qu'ils ont fait leur choix il y a 7 ans, et j'ai fait le mien en réponse. La différence, c'est que je dors très bien avec ma décision. La semaine dernière, mon père a envoyé un email avec des photos de lui et de ma mère. Ils ont visiblement vieilli. Les cheveux de ma mère sont complètement gris maintenant et mon père a perdu du poids. L'email disait « Nous ne rajeunissons pas et la vie est courte », avec une demande pour au moins parler au téléphone. J'ai lu l'email, regardé les photos, et l'ai enregistré dans le dossier avec tous leurs autres messages. Je répondrai probablement un jour, peut-être quand j'aurai le temps, si je m'en souviens. Le fait est que je pense à ce que je dirais à mes enfants s'ils étaient dans ma situation. Si quelqu'un qu'ils aimaient les trahissait, et qu'ensuite d'autres personnes qu'ils aimaient prenaient le parti du traître, les blâmaient pour la trahison, maintenaient des relations avec la personne qui les avait blessés, leur disaient de s'en remettre et d'arrêter d'être difficiles. Je leur dirais qu'ils ne doivent rien à ces gens. Que le sang ne donne droit à personne sur votre vie ou vos enfants. Que le pardon n'exige pas la restauration de la relation. Que parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes toxiques, même si elles sont de la famille. Je leur dirai exactement ce que je me dis à moi-même, tu t'es protégé et tu as construit une belle vie sans eux. Tu ne leur dois pas l'accès à cette vie juste parce qu'ils ont décidé qu'ils le voulaient maintenant. Mes parents ont eu toutes les opportunités de faire partie de ma vie. Ils ont choisi Jessica à la place, plusieurs fois, pendant des années. Ils ne m'ont pas choisi quand ça comptait. Ils n'ont pas le droit d'exiger que je les choisisse maintenant que c'est pratique pour eux. Rachel et moi en parlions hier soir après que les enfants sont allés se coucher. Elle m'a demandé si je pensais que mes parents comprenaient pourquoi j'avais coupé le contact. Je lui ai dit honnêtement, je ne pense pas qu'ils comprennent. Ils se voient probablement comme les victimes de mon entêtement. Ils disent probablement aux gens que leur fils ne les laisse pas rencontrer leurs petits-enfants à cause d'un vieux désaccord. Ils me peignent probablement comme celui qui est déraisonnable et rancunier. Et vous savez quoi? Ça me va. Laissez-les penser que je suis rancunier. Laissez-les être les victimes de leur histoire. Je connais la vérité, et les personnes qui comptent vraiment dans ma vie la connaissent aussi. Mes enfants sont heureux. Rachel et moi avons un mariage solide bâti sur le respect mutuel et la loyauté. Nous avons de bons amis et une vie agréable. Nous n'avons pas de drame ou de gens qui nous font nous sentir petits ou non soutenus. Nous avons la paix. Cela vaut plus que de jouer à la famille heureuse avec des gens qui m'ont montré que je ne pouvais pas compter sur eux quand tout s'effondrait. Donc, mes parents continuent d'appeler. Ils continuent d'envoyer des emails. Ils continuent d'envoyer des lettres, des cadeaux et de l'argent. Ils continuent de faire appel à des proches en leur nom. Ils continuent de laisser des messages vocaux sur le temps qu'ils perdent et comment ils veulent juste une chance. Et je continue d'avoir l'intention de les rappeler. Vraiment. C'est sur ma liste de choses à faire. Juste en dessous de réorganiser le garage et d'apprendre à jouer de la guitare. Des choses importantes auxquelles je m'attellerai certainement un jour. N'importe quel jour maintenant. Je suis sûr que je m'en souviendrai bientôt. L'ironie ne m'échappe pas, ils ont passé des années à me dire de passer outre ce que Jessica a fait, de pardonner et d'avancer, de ne pas garder de rancune. Et maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas simplement passer outre ce qu'eux ont fait, pourquoi je ne peux pas pardonner et avancer après qu'il l'ait choisi elle, à maintes reprises,
plutôt que moi. J'ai pourtant suivi leurs conseils. Je suis passé à autre chose. J'ai avancé. J'ai construit une toute nouvelle vie sans aucun d'eux. Je ne suis juste pas sûr que ce soit le résultat qu'ils espéraient lorsqu'ils m'ont donné ce conseil. Ma mère a envoyé un SMS hier demandant si nous pouvions au moins faire un chat vidéo pour qu'elle puisse voir les enfants. Je l'ai lu pendant que Sophie me montrait son dernier dessin de notre famille, moi, Rachel, elle et ses frères, tous se tenant la main sous un arc-en-ciel. C'était beau, simple, complet. J'ai montré le SMS à Rachel. Elle a serré ma main et a dit que quoi que je décide, elle me soutenait. J'ai regardé ce dessin à nouveau. J'ai regardé le sourire fier de ma fille. J'ai pensé à mes garçons dans la pièce d'à côté en train de construire une tour de blocs ensemble. C'est ma famille. Celle que j'ai construite. Celle que j'ai protégée en faisant des choix difficiles. Celle qui existe parce que j'ai décidé que mes enfants méritaient mieux que ce que j'avais eu en grandissant. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Je la rappellerai un jour. Quand j'aurai le temps, quand les enfants seront plus grands, peut-être quand je serai prêt. Ou peut-être que je ne le ferai pas.